Dans une société, les individus ne vivent pas isolés. Ils vivent ensemble. Ils ont des relations les uns avec les autres. Aussi, nous sommes tous membres de plusieurs groupes humains en même temps. Classe d'élèves, membres de Facebook, membres d'une file d'attente, groupe de jeunes, etc. Néanmoins, toute collection d'individus ne peut être considérée par les sociologues comme des groupes sociaux. Ces sociologues en distinguent d'ailleurs plusieurs types. Dans groupe social, il y a tout d'abord le terme groupe, qui désigne un ensemble d'individus. Il y a ensuite l'adjectif social, qui implique que les individus sont en interaction directe ou indirecte, que les individus ont conscience d'appartenir au même groupe, que les autres individus, ceux qui ne font pas partie du groupe, les identifient comme tels. Il y a donc dans la notion de groupe social une dimension subjective, puisque les individus ont le sentiment d'appartenance qui fait du groupe une unité réelle et qui crée une identité, à la fois pour les membres du groupe, mais aussi pour le regard des autres. Cette notion de groupe social est assez facile à apercevoir dans les groupes sociaux de petite taille et à forte cohésion sociale. Il en est ainsi, par exemple, des membres d'une famille. En effet, les individus sont en interaction directe. Les individus ont conscience d'appartenir à cette famille. Les autres individus identifient les membres de la famille comme appartenant à cette famille. Nous pourrons donner d'autres exemples, comme un groupe d'amis, les membres d'une association, les membres, par exemple, d'une mafia, qui sont en interaction directe et qui, à l'intérieur du groupe, adhèrent aux mêmes valeurs, aux mêmes normes, et ont le sentiment d'appartenir au groupe et sont considérés par les autres comme appartenant au groupe. Cette notion de groupe social est plus difficile à percevoir dans les groupes de grande taille, dont les membres ne se connaissent pas forcément, mais qui peuvent, sociologiquement, être identifiés comme des groupes sociaux. Il en est ainsi des membres d'un parti politique. En effet, les individus d'un parti politique sont en interaction indirecte à travers le parti politique. De plus, les individus ont conscience d'appartenir au groupe qui défend des valeurs, des normes, des projets politiques communs. Enfin, les autres membres qui ne font pas partie de ce parti politique vont identifier ces individus comme appartenant à cette unité collective. C'est aussi le cas des membres de syndicats, ou encore des lycéens d'un établissement, ou encore d'une classe sociale. Mais tout groupe d'individus n'est pas un groupe social. Les sociologues distinguent les groupes sociaux des simples agrégations d'individus ou des catégories sociales. D'abord, un groupe social se différencie d'un agrégat d'individus. Ainsi, une foule qui se promène dans un parc est une simple collection de personnes qui se trouvent à un moment donné dans un même lieu et qui n'ont pas de relation particulière entre elles. Les sociologues parlent d'agrégats physiques pour désigner ces ensembles sans lien réel. File d'attente pour prendre un bus, public assistant à un même spectacle par exemple. De même, un groupe social se différencie d'une catégorie statistique, comme par exemple la catégorie des jeunes entre 15 et 25 ans. Une catégorie est en effet un outil qui permet de classer les individus. Elle est créée par le statisticien ou le sociologue à partir d'un ou de plusieurs critères identifiables. Par exemple, des catégories par sexe, hommes, femmes, par profession, ouvrier, cadre, ou par niveau de revenu, moins du SMIC, entre le SMIC et 2500, ceux qui gagnent plus de 2500 euros. Si les personnes regroupées en catégories partagent davantage de points communs que le simple agrégat physique, elles n'en constituent pas pour autant des groupes sociaux. Sans le statisticien, sans le sociologue, elles n'existent pas.
les membres d'une catégorie statistique n'ont pas forcément de relation entre eux, ni conscience d'appartenir à cette catégorie. Les groupes sociaux présentent néanmoins une grande diversité. Les sociologues distinguent d'abord les groupes sociaux primaires des groupes sociaux secondaires. Les groupes sociaux primaires sont des groupes restreints, où les relations sont directes, de face à face, pourrait-on dire, fréquentes et personnelles. Le sentiment d'appartenance est fort. Les valeurs et normes communes créent un lien d'adhésion entre les membres qui se connaissent très bien. La famille est le groupe primaire par excellence, mais aussi des groupes tels que le groupe de pairs, c'est-à-dire d'amis, ou encore une équipe de sport. Les groupes sociaux secondaires sont des groupes plus larges. Si les relations existent, elles sont souvent plus limitées et fonctionnelles, c'est-à-dire que ces relations sont souvent écrites dans le cadre d'un espace particulier, comme par exemple un lycée ou une entreprise. Un parti politique, un syndicat, des grandes associations, des entreprises et des administrations, un lycée, une communauté en général, sont des groupes sociaux secondaires. Les sociologues distinguent ensuite les groupes sociaux d'appartenance et les groupes sociaux de référence. Le groupe d'appartenance de l'individu est le groupe auquel il appartient, celui dont il partage les conditions de vie réelles, façon de parler, style de vie, normes de comportement, etc., etc. Le groupe de référence est le groupe auquel un individu désire appartenir. Les normes et les valeurs de ce groupe sont adoptées comme modèle par l'individu. Groupe d'appartenance et groupe de référence peuvent coïncider. Mais si le groupe de référence est différent du groupe d'appartenance, alors l'individu peut modifier ses rôles et peut adopter les modèles, les codes du groupe de référence pour s'y intégrer. Se met alors en place un processus de socialisation anticipatrice que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents.